Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission que nous enregistrons aujourd'hui à Lourdes, la destination de la vie des diocèses. Aujourd'hui, c'est l'Est de la France, à la découverte de la Moselle et du diocèse de Metz. Un diocèse placé sous le régime concordataire, fondé aux alentours de 280 par Saint Clément. Le diocèse de Metz a été frappé à la fin du XXe siècle de plein fouet par la crise de la sidérurgie. En 2004, la Moselle ferme la dernière mine de charbon du département. Alors dans cette crise, l'Église de la Moselle cherche à apporter des réponses appropriées. C'était notamment l'objectif de l'année jubilaire en 2000 et du projet pastoral qui s'en est suivi. Monseigneur Pierre Raffin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Metz depuis 1987. Voilà. Vous êtes dans votre 23e Quand je suis arrivé, justement, nous étions en pleine fin de crise de la sidérurgie. Alors vous êtes là depuis 23 ans, vous êtes dans votre 23e année. Voilà. C'est un diocèse que vous avez découvert, vous êtes un homme de l'Est, vous êtes né à Nancy. Oui, mais je n'avais jamais vécu dans l'Est avant de venir comme évêque à Metz. Car je suis né à Nancy, mais la guerre a entraîné ma famille ailleurs. Qu'est-ce que vous avez découvert quand vous êtes arrivé dans ce diocèse de Moselle? La particularité de la culture des gens qui habitent ce département? Pour toute une partie du département, le bilinguisme existe encore à travers des dialectes germaniques qui sont plus parlés que le Hochdeutsch, et aussi une population qui est faite de multiples migrations. Il y a des Lorrains-Souches évidemment, mais entre les deux guerres sont venus des Italiens, des Polonais, des Slovènes. Dans les années 60, ce sont des migrations qu'on a provoquées parce qu'on manquait de main-d'œuvre dans les mines, et est venue une main-d'œuvre maghrébine, plus récemment turque. Donc le problème des migrations, nous le connaissons, mais sous une forme originale, puisque ce sont des migrations qui sont maintenant véritablement intégrées. Vous parliez de ces Polonais, de ces Italiens qui ont travaillé dans les mines. Depuis 30 ans, la région, le département connaît donc une crise importante de la sidérurgie. La sidérurgie, on peut dire qu'elle existe encore à travers quelques usines, comme ArcelorMittal. On fabrique aussi les rails du TGV, etc. Donc il y a encore des petites choses qui demeurent. Mais la sidérurgie telle que l'ont vécu nos aînés, c'est fini. Et ça, c'est à l'ouest du département. Et l'est du département, c'était les mines de charbon. Comme vous l'avez rappelé, la dernière mine a fermé en 2004. Célébré la messe sur le carreau de la mine en avril 2005. Et donc, c'est aussi une activité qui a employé beaucoup de gens et qui a disparu. Et à la place, peu de choses nouvelles ont été créées. Beaucoup de choses tournant de près ou de loin autour de l'automobile. Comme vous le savez, l'automobile aujourd'hui n'est pas en bonne santé. Il y a tout de même la grande usine qui fabrique la Smart, qui marche bien. Mais tous ces emplois nouveaux qui ont été créés ne remplacent pas tous ceux qui ont été supprimés. Et la crise de ces 15 derniers mois a affecté beaucoup ce diocèse? Oui, bien sûr. Et le diocèse s'est appauvri d'une partie de la population travailleuse. Beaucoup de jeunes sont partis ailleurs, donc la population a vieilli. Mais il reste encore des travailleurs, et la plupart aujourd'hui, quand ils le peuvent, vont travailler à Luxembourg. Il y a 70 000 Lorrains qui travaillent tous les jours à Luxembourg, dans le secteur tertiaire, dans l'hôtellerie, les hôpitaux. Oui. L'Église se soucie aujourd'hui de cette situation économique, de ces situations de pauvreté. Quelles sont justement ces nouvelles situations de pauvreté que vous pouvez découvrir dans votre diocèse? La pauvreté, elle tient bien sûr au manque de travail, parce qu'on imagine mal ce que un chômage prolongé peut engendrer comme détresse dans une famille. Pensez par exemple à tous ces jeunes qui n'ont jamais vu leurs parents travailler.
voir ses parents travailler, voir ses parents aller tous les jours au travail, c'est un élément d'éducation qui fait précisément défaut à cette génération. Nous avons toute une jeunesse en Moselle comme dans d'autres départements qui est précarisée, pas tellement sur le plan scolaire, mais sur le plan humain, par défaut d'éducation. Et cette lacune que je viens de vous signaler en est une qui est une lacune de taille, à mon avis. Qu'est-ce que ça vous indique, vous, dans vos orientations pastorales? Sur quel terrain, justement, aujourd'hui, vous voulez insister? On est, à vrai dire, un peu démunis par rapport à ces phénomènes de société que nous ne maîtrisons pas. Ce que l'on peut faire, c'est faire réfléchir les chrétiens qui ont des responsabilités, les conforter à entreprendre dans la mesure où ils en ont les moyens. On peut essayer aussi de pallier les manques d'éducation dans la mesure où on a quand même un certain nombre de jeunes qui s'accrochent à l'Église, voyez. Mais on est quand même très démunis. Quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires et sur qui comptez-vous justement pour assumer ces missions? Eh bien, nous comptons sur tous les chrétiens qui veulent bien s'engager dans l'Église. Avec les jeunes générations, c'est plutôt difficile. Parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles sont moins fortement christianisées que les précédentes. Et d'autre part, quand les deux conjoints travaillent, même s'ils sont chrétiens, et quand ils sont jeunes, qu'ils ont des enfants élevés, ils sont peu disponibles pour des actions d'église. Par exemple, il n'est pas rare chez nous qu'un jeune couple qui a des enfants aille travailler les deux conjoints au Luxembourg, avec tout ce que ça suppose de déplacements, d'horaires décalés. Vous voyez, c'est assez compliqué. Vous sentez que la sécularisation est un peu la même dans votre diocèse que dans les autres diocèses de France? Bien sûr, nous ne faisons pas exception, malheureusement. C'est pas parce que nous sommes au cœur de l'Europe que nous avons des moyens extraordinaires. Non, nous sommes très touchés par cette crise à cause de la mono-industrie d'hier qui l'avait profondément façonnée, et aussi parce que la Moselle était jusqu'alors un grand département militaire. Et la restructuration de l'armée fait que nous avons perdu, que nous allons perdre toute une partie de cette armée. L'armée de l'air, notamment? L'armée de l'air va pratiquement disparaître, totalement disparaître. On ne sait pas encore trop la date, vers 2011. Plusieurs régiments vont être délocalisés aussi dans ces mêmes années. Qu'est-ce que ça provoque, du coup? Eh bien, ça provoque un manque, une diminution de la population, et donc par là même une baisse des ressources communes. Par exemple, l'armée de l'air était basée à la périphérie Messine. C'est tout un ensemble de communes qui vont être touchées, et ça va mettre en péril l'équilibre concernant l'habitat, concernant le système scolaire, vous voyez. Et tout le reste, enfin tout ce qui s'ensuit, vous voyez. Et parmi ces phénomènes, quel peut être le message d'espérance de l'Église? Le message d'espérance, on peut toujours adresser un message d'espérance, mais quand les gens ne sont plus là et qu'il faut rééquilibrer les affaires, ça ne se trouve pas du jour au lendemain. On peut bien encourager les gens à ne pas baisser les bras et à trouver Mais il y a aussi derrière un problème politique, ça n'est pas pour rien. Nous avons reçu il y a quelques semaines la visite du président de la République qui a fait un certain nombre de promesses. Seront-elles tenues? Nous verrons. On va parler de cet aspect politique. C'est donc un diocèse concordataire. Très rapidement, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça signifie être un diocèse concordataire? Ça veut dire que le concordat entre le Saint-Siège et la République française, qui a été rompu en 1905, ne l'a pas été chez nous pour la raison très simple, c'est qu'à cette période, la Moselle, comme l'Alsace, était annexée par l'Allemagne. Et quand l'Alsace et la Moselle sont redevenues françaises en 1918, il a été stipulé que le concordat resterait en vigueur. Alors, concrètement parlant, ça veut dire que, bon, d'abord, il y a un droit local qui ne concerne pas du tout l'Église,
qui a été maintenu en vigueur lorsque l'Alsace et la Moselle ont été rendus à la France. Et le concordat est un des points les plus saillants de ce droit local. Mais il n'y a pas que le concordat, si vous voulez. Et donc, nos populations sont très attachées à ce droit local. Alors, le concordat, cela veut dire que il y a 3 cultes reconnus, l'Église catholique, les deux groupes protestants, et puis le judaïsme. Donc, les ministres de ces, disons, 3 ou 4 cultes reconnus, ça dépend si on compte les protestants pour 2 ou pour 1, sont salariés par le gouvernement de la République. Certaines fonctions sont soumises à son agrément, même certaines nominations. Et donc, l'Église est reconnue en tant que... Enfin, l'Église, comme les communautés reconnues, sont reconnues en tant que telles. Vous savez que dans la France non concordataire, les diocèses sont reconnus à travers une association diocésaine, dont l'évêque est le président, et qui représente officiellement le diocèse. Ça a été le fruit d'une longue recherche sous le pontificat de Pie X et après, quand il y a eu la rupture. Tandis que chez nous, le diocèse comme tel est reconnu comme un établissement public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les finances de votre diocèse sont à peu près bonnes. Elles sont à peu près bonnes. Elles ne sont pas mauvaises, puisque nous n'avons pas le souci de rémunérer les ministres du culte. Mais il y a bien d'autres charges qui dépendent de la générosité des fidèles, et quand les fidèles se font moins nombreux et moins généreux, nous avons plus de mal à les remplir. Mais ça n'est pas à comparer avec la situation d'un certain nombre de diocèses français, c'est vrai. Nous sommes plus à l'aise. Alors quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est que vous êtes dominicain. Oui. Vous avez été donc secrétaire général de la province dominicaine de France pendant presque 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui chez vous de ce dominicain? Tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout, sauf la vie commune, habituelle en tout cas. Donc, mon être spirituel et intellectuel continue d'être structuré par l'héritage que j'ai reçu de l'ordre. Ma manière de travailler, de prêcher, de m'exprimer reste la même, en tenant compte bien sûr des réalités. Et je dois dire que j'ai gardé de nombreuses relations avec les frères de l'ordre. Évidemment, la jeune génération, puisque l'ordre dominicain en France a la chance d'avoir des jeunes. Tous ceux qui sont entrés depuis plus de 22 ans, je les connais peu. Ça vous manque? Certes, enfin je les vois de loin en loin quand même. Mais j'aimerais connaître davantage cette jeune génération qui est pleine de promesses. Ben bon, non, pas avoir tous les avantages, oui. Alors le diocèse de Metz, depuis l'an 2000, s'est orienté vers un certain nombre d'orientations, Oui. de décisions. Il y en a 12 qui ont été promulguées à l'occasion de l'an 2000. Aujourd'hui, on en est où de ces orientations? Quelles étaient les principales que vous souhaitiez développer? Il faut comprendre que l'an 2000 a été une année jubilaire et que nous nous sommes préparés à cette année jubilaire pendant 3 ans de recherche commune entre les 2 instances du diocèse que sont le conseil presbytéral, donc le conseil des prêtres, et le conseil pastoral. Ces 2 assemblées ont travaillé à la fois séparément et ensemble et ont proposé à l'évêque 12 orientations qui ont été solennellement promulguées à la Pentecôte 2000. Tout le diocèse a participé à ce travail. Oui, à travers. Oui, bien sûr, mais je veux dire, la base a été associée, bien sûr, à la recherche, mais ce sont ces 2 conseils qui ont ensuite traité, si je puis dire, la matière et qui l'ont mise en musique pour que l'évêque puisse promulguer 12 orientations. Alors, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en reste? Il reste d'abord une nouvelle organisation des paroisses, une nouvelle répartition des paroisses.
Nous avions plus de 600 paroisses. Et on les a regroupées en communautés de paroisses. Il y en a autour de 120, je crois, à l'heure actuelle. Et ces communautés de paroisses sont prises en charge par un prêtre, bien sûr, parfois plusieurs prêtres, et une équipe d'animation pastorale qui partage la charge pastorale du prêtre. En quoi c'était important, voire fondamental, de reconfigurer ces paroisses? C'était pour leur redonner un nouveau dynamisme. Dans le rural en particulier, il y avait de toutes petites communes, de toutes petites paroisses qui s'épuisaient, et donc mettre en commun la vie habituelle de l'Église, c'est source d'un nouveau dynamisme. Et ça permet aussi une meilleure répartition des prêtres, une répartition plus équitable, et un meilleur travail entre prêtres, diacres et laïcs. Qu'est-ce que vous observez justement au bout de 10 ans dans ce fonctionnement? Est-ce que ça a pris? Est-ce que ça a fonctionné? Ça a pris là où les gens ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'il y a encore des endroits où on traîne les pieds, où on a l'organisation des paroisses, ça existe partout. Mais je veux dire, la prise en charge de ces communautés de paroisses par des équipes d'animation pastorale, ça dépend beaucoup si le prêtre a joué le jeu. Mais je constate que là où le prêtre a vraiment joué le jeu, d'une part, le prêtre s'en trouve mieux. Au début, ça a été un peu difficile, mais il est beaucoup moins seul dans l'exercice de son ministère. Il le partage avec d'autres, sans rien perdre de son identité de prêtre. Hein. Il reste le prêtre, celui qui donne la garantie apostolique de toute chose. Et d'autre part, ça a ouvert des horizons nouveaux à des laïcs qui y ont pris goût et qui aiment et qui servent davantage l'Église. Cette nouvelle forme, cette nouvelle organisation, pour vous, c'est déterminant pour l'avenir? Ah, certainement. Pourquoi? Certainement, parce que l'Église, ce ne sont pas uniquement les évêques, les prêtres et les diacres, mais ce sont tous les baptisés c'est l'Église est leur maison, l'Église est leur chose, et c'est, même si l'apostolat laïque ne se réduit pas, bien sûr, aux tâches ecclésiales, intra-ecclésiales, c'est d'abord dans les tâches séculières que les laïcs doivent, mais qu'il y ait des laïcs engagés dans l'Église, c'est très important. C'est un nouveau visage d'Église. Voilà. Il y a les diacres aussi, plus de 50 diacres dans votre diocèse. Il y a 56 diacres permanents, oui. Qu'est-ce que vous attendez de ces diacres aujourd'hui? Sur quel terrain vous les envoyez? C'est plutôt la diaconie de la charité. Plusieurs sont investis dans la pastorale de la santé, dans la pastorale familiale, les prisons, puis des secteurs un peu difficiles de la diaconie de la charité, auprès des migrants, dans les organismes caritatifs. Dans cette complémentarité des vocations, vous avez évoqué ces équipes d'animation pastorale, on parlait des diacres, on parlait des prêtres tout à l'heure. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'organisation de ces nouvelles vocations, de cette nouvelle complémentarité? Selon vous, qu'est-ce qui doit être préconisé? Pour le moment, il y a des prêtres, il y a des laïcs engagés, il y a des diacres. Bon. Et c'est la restauration du diaconat permanent, du diaconat comme degré permanent par le Concile Vatican II est une excellente chose. Mais pour l'instant, ce qui manque, c'est une véritable articulation entre tous ces agents pastoraux. Le ministère des prêtres et le ministère des diacres se développent de façon trop parallèle. Il faudrait qu'il y ait qu'il y ait des ponts entre les deux. Mais c'est encore un ministère, le diaconat est encore un ministère relativement neuf, donc il faudra du temps. Mais l'avenir, justement, est à une meilleure articulation au profit d'une plus grande fécondité. Et c'est vrai aussi des ministères laïcs. Aujourd'hui, vous les encouragez par exemple à se former, ces laïcs? Ah oui, alors la formation était aussi une des orientations importantes du projet pastoral.
formation des laïcs, formation permanente des prêtres et des diacres. Tout cela a été mis en place grâce à une commission qui regroupe tous les protagonistes de la formation permanente. Mais vous savez, c'est un problème qui est toujours à repenser, hein, mais qui est très important pour la vitalité. Pourquoi pour vous un laïc doit être formé et surtout en vue de quoi? Mais le chrétien, qu'il soit prêtre ou diacre ou laïc, doit être intelligent dans sa foi. Hein. C'est une des épîtres de Pierre qui dit que chaque baptisé doit être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en lui. Belle formule. Alors, rendre compte de l'espérance qui est en soi, ça veut dire qu'on doit être capable de dire pourquoi je crois, en quoi je crois. Vous savez, le pape actuel, Benoît XVI, plus que son prédécesseur, insiste beaucoup sur l'harmonie entre fides et ratio, entre la foi et la raison. Hein. La foi du charbonnier, ça n'existe pas. Hein. Ça existe, oui, mais je veux dire, c'est pas souhaitable. Donc, nous souhaitons que nos chrétiens connaissent mieux le credo de l'Église, soient capables d'en rendre compte. Et puis aussi, la formation, c'est la formation à des techniques nouvelles de communication. Vous avez une radio dans votre diocèse depuis une bonne vingtaine d'années? Oui, on a commencé en 88, là, lors du voyage de Jean-Paul II chez nous. À quoi il vous sert cet outil? C'est un véritable outil de pastoral aujourd'hui? Oui, c'est un bon lieu de communication entre les différentes parties du diocèse, entre les différentes communautés. Oui. Il vous sert à vous aussi pour vous exprimer? Toutes les semaines, oui, j'ai une interview à la radio diocésaine, oui. Qu'est-ce qu'on peut écouter, qu'est-ce qu'on peut entendre dans cette radio? C'est Radio Jéricho? Oui, c'est Radio Jéricho. Oui. Nous sommes liés à la COFRAC, et non pas à RCF. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Il y a du culturel, il y a du religieux, oui. Nous émettons 24 heures sur 24. Donc un outil important pour vous d'évangélisation, donc cette radio. Au niveau de la communication, quand vous dites qu'il faut former les laïcs à la communication aujourd'hui, oui. Ça passe par quoi? C'est pour aller vers qui? Mais c'est très variable. Vous savez, dans l'Église, comme dans toute société, il y a des conflits. Et il y en aura toujours. Et ça n'a rien d'anormal. Mais si on en reste aux conflits, si on ne cherche pas à les résoudre, or, il y a un apprentissage au règlement des conflits. Et je crois que c'est une donnée nouvelle de la formation. Hein, et spécialement pour les prêtres et les diacres qui, par vocation, doivent être des agents d'unité, des promoteurs d'unité. Voilà un domaine qui est nouveau. Un certain nombre de nos prêtres se sont engagés dans ce que nous appelons une démarche de progrès. Bon, alors les prêtres, comme tous les gens qui ont des responsabilités, ont beaucoup de choses à faire. Et certains sont brouillons, ils ne savent pas toujours bien s'organiser, ils perdent du temps, alors ils ont l'impression d'être surmenés, alors que s'ils étaient mieux organisés, ils le seraient moins. Donc, pour les aider dans une meilleure prise en charge de leur vie, et en même temps pour mieux développer leur potentialité, on leur a proposé, avec des techniciens de la chose, une démarche de progrès. Et ils disent s'en trouver mieux. Et tout ça, ça fait partie de la formation. La formation, ce n'est pas uniquement des cours d'histoire, de philosophie ou de théologie. C'est aussi s'ouvrir à des techniques nouvelles, savoir parler en public, se faire comprendre quand on parle en public. C'est des petites choses souvent qui... Alors, bien sûr, à un certain nombre de ces techniques nouvelles, les séminaristes sont initiés dès leur temps de formation, mais il faut entretenir après.
Monseigneur Pierrafin, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors pour avoir plus d'informations sur le diocèse de Metz, son site internet, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur notre site internet www.ktotv.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur KTO.